Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. Au Canada, il y a plus de 650 000 personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif. Puis la prévalence, elle ne cesse pas d'augmenter. La maladie d'Alzheimer est la forme de démence la plus fréquente. Pour en discuter, je reçois un chercheur réputé dans le domaine, Simon Duchesne, est ingénieur biomédical, titulaire d'un doctorat, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, professeur titulaire au département de radiologie et médecine nucléaire de la faculté de médecine de l'Université Laval. Un CV long de même, mais surtout, on est très, très, très privilégié de vous avoir avec nous à Cube. Merci de votre temps parce que je veux qu'on en parle de cette maladie-là. Pourquoi la prévalence ne cesse d'augmenter? Ben, tout d'abord, bonjour. Merci à vous, en fait, de faire du temps sur ce sujet. C'est vous, j'écoutais Mme Marchand avant, Dr Marchand, ce sujet assez sérieux dans cette belle journée d'été que vous prenez. Mais bon, allons-y, il faut en parler, effectivement. Ouais. Ça touche maintenant tout le monde, soit directement, soit indirectement. Il faut parler des proches aidants aussi, qui sont très touchés par cette maladie. Donc, on parlait de prévalence. Il faut comprendre, évidemment, un premier facteur de risque, c'est le vieillissement. Ce sont des maladies neurodégénératives. Quand on parle de démence, j'aimerais peut-être faire un retour sur le terme démence. C'est encore un terme médical. Je ne suis pas médecin, en passant. Une démence, c'est un diagnostic clinique. Donc, il y a plusieurs maladies qui peuvent donner une démence. On est tous familiers avec la grippe et il y a plusieurs virus qui peuvent donner la grippe. Donc, il y a plusieurs, à peu près au-dessus de 25 maladies différentes qui peuvent donner la démence. Et la maladie, effectivement, la plus prévalente, celle qui est présente le plus souvent, c'est la maladie d'Alzheimer. Et tout ça, ce sont des maladies qui sont neurodégénératives, donc qui viennent avec l'âge. C'est le premier facteur de risque. Et donc, c'est la première raison pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont touchés. Les gens de 65 ans ont une espérance de vie d'au-dessus de 85 ans maintenant, faut pas l'oublier. Exact. Est-ce que c'est pour ça, Simon Duchesne, que les femmes sont davantage touchées parce qu'elles vivent plus longtemps? C'est pas une question hormonale? Excellente question. Je suis pas le spécialiste là-dessus et je crois pas non plus que la réponse soit claire. C'est pas aussi simple que ça. La plupart des études ajustent justement pour l'espérance de vie légèrement plus élevée des femmes à cet âge-là. Et je ne crois pas que ce soit uniquement une question d'espérance de vie. Évidemment, le fait d'avoir une vie hormonale différente que les hommes serait à regarder, mais évidemment, les hommes aussi ont une certaine vie hormonale. Donc, il faut regarder de ce côté-là d'un côté, parce qu'il y a d'autres effets qui se retrouvent chez les hommes. Donc, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je peux pas vraiment m'avancer à savoir encore exactement pourquoi. Oui. Quels seraient les facteurs de risque là, quand on regarde au niveau des habitudes de vie, par exemple? Donc, les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque modifiables et non modifiables. Donc, dans ceux qui sont non modifiables, on a déjà parlé de l'âge. Les gens aussi, on parle de génétique. Et là, il faut faire une grande précision. La plupart des gens disent « Ah, mon Dieu, ma mère a eu la maladie, mon oncle, et ainsi de suite. » À 85 ans. Donc, il faut y aller avec beaucoup de parcimonie sur le côté génétique. Il y a des démences et il y a la maladie d'Alzheimer qui arrive très, très jeune. Mais on parle d'un diagnostic à 40 ans. À 50 ans, c'est très, très précoce. Donc, vous le sauriez déjà. Si vous avez ça dans votre famille, vous êtes déjà au courant. Ça, donc, c'est 1% des cas à peu près, hein? Ouais, certaines études vont 2 à 3%, mais voilà, il y a 3 gènes qui seraient impliqués et donc ces familles-là ont tendance à être déjà connues, déjà suivies et ainsi de suite. Donc pour le reste d'entre nous, on parle de 97-98%. Les facteurs de risque modifiables. Il y a justement une étude qui est sortie, j'étais à Philadelphie la semaine dernière, un grand congrès sur la maladie d'Alzheimer, l'étude de Livingston, vous pouvez aller voir ça, c'est maintenant public, qui, un peu comme le rapport sur le climat, là, tous les 4 ans environ, remet les études à jour. Et ils ont identifié 14 facteurs de risque modifiables. Quand même. Modifiables. Donc, c'est beaucoup. On a un pouvoir préventif sur la maladie s'il y a 14 facteurs de risque modifiables. Tout à fait, tout à fait. Selon leurs calculs, on parle de au-dessus de 45% des démences qui pourraient être évitées
si on réglait ces problèmes, ces facteurs de risque-là. Et quels sont les principaux facteurs? Évidemment, je me doutais que ça allait vous intéresser. Oui, c'est clair. Il y en a beaucoup des facteurs qui, en fait, c'est un petit peu évident, là. L'obésité, le diabète, l'hypertension, le tabagisme. Vous savez, notre cerveau, c'est un peu comme une maison. Donc, si on traîne un toit qui coule, des égouts qui sont bouchés, il faut pas s'attendre après plusieurs années à ce que le reste de la maison fonctionne bien. Donc, c'est la même chose. Ce qui est bon pour en dessous du cerveau, de la tête, est aussi bon au-dessus. On parle de facteurs de risque qui sont aussi associés aux maladies cardiovasculaires en général. Est-ce que c'est lié aux petits vaisseaux qu'on a dans le cerveau? C'est une des grandes hypothèses. En effet, il y a énormément, facilement les 2 tiers des gens qui ont une maladie d'Alzheimer vont également avoir des problèmes vasculaires. Donc, il y a une interaction, certes, une association qui est là, probablement une interaction qui est là. Donc, s'occuper de sa santé vasculaire, cardiovasculaire est certainement bénéfique. S'occuper de sa santé métabolique est certainement bénéfique. Il y a d'autres facteurs aussi qui sont moins connus peut-être. Corriger la vision est un nouveau facteur, donc on vient de statistiquement le prouver. Corriger la vision, corriger l'ouïe également. Ah oui, pour quelles raisons? Est-ce qu'on a des hypothèses? Donc, par exemple, quelqu'un qui est myope, qui corrige pas la myopie, ça demande au cerveau de s'ajuster constamment, c'est ça? Oui, peut-être. C'est encore un peu clair. C'est des facteurs de risque épidémiologiques, donc c'est pas encore prouvé au niveau des mécanismes, si vous voulez. Mais ils sont quand même là, plusieurs hypothèses qui sont données, pas seulement la myopie, mais également la presbytie, cataracte, et ainsi de suite, qui sont associés avec l'âge. On parle beaucoup aussi de sous-stimulation. Ça serait une des hypothèses. Mais il faut surtout comprendre que tout ça, c'est un immense, comme dans votre maison, c'est un immense, c'est itératif, là. C'est pas parce que vous avez un facteur que tous les autres vont bien et que ça va continuer à bien aller. Quand les égouts bouchent, je veux dire, le reste de la maison en souffre à divers niveaux. C'est exactement la même chose. J'aimerais ça qu'on parle de l'accumulation de protéines. On a beaucoup parlé de protéines tau, les plaques amyloïdes, donc des protéines qui s'accumulent autour des cellules nerveuses. Il semble avoir des nouvelles données qui indiquent que ça serait pas vraiment ça qui serait responsable du développement de la maladie. Ce ne l'est pas. Ça dépend encore une fois, c'est un autre domaine où on n'a pas une réponse claire, hors de tout doute. Ce qui est certain, c'est que surtout les 2 protéines sont associées avec les démences en général, particulièrement la maladie d'Alzheimer. En fait, la maladie d'Alzheimer, de plus en plus, est définie comme étant surtout la présence d'amyloïdes, au départ. Sinon, on n'aurait pas la maladie d'Alzheimer. On aurait une autre maladie qui mène à la démence. On n'aurait pas la maladie d'Alzheimer. Un peu sémantique, on pourrait appeler ça une maladie d'amyloïdes et ça reviendrait strictement au même. Cependant, tous les gens, quand ils vieillissent, accumulent de l'amyloïde. Pour moi, l'amyloïde, c'est un peu comme un sac à déchets qui ramasse les déchets autour. Est-ce que s'il y a une surproduction de déchets, est-ce qu'on manque de sacs? Est-ce qu'il y a trop de sacs? Surtout vers la fin, il y a beaucoup trop de sacs. Donc, avoir trop de sacs de déchets, même si les déchets sont ramassés, ça devient en soi un problème. Donc, ça, c'est le côté positif ou qui expliquerait la maladie. Le côté négatif, c'est que même si on enlève les déchets ou les sacs, le problème ne disparaît pas au grand complet. Le problème est également qu'il y a beaucoup de gens qui accumulent des sacs, plein de sacs, et qui gardent leur condition quand même à un excellent niveau. Donc, si on fait une imagerie du cerveau, puis on voit ces plaques-là, ça peut ou ne pas être relié à la maladie d'Alzheimer. Puis si on donne un médicament pour enlever ces plaques-là, ça peut ou aider ou ne pas aider. Fait qu'on on nage un peu dans l'inconnu côté médication, là. On est un peu dans le flou. Cependant, au jour d'aujourd'hui, personne ne devrait recevoir un scan s'il n'a pas des problèmes cognitifs qui l'amènent à être évalué. Et donc, la probabilité que vous ayez des problèmes cognitifs et un scan positif, ça, c'est autre chose. Là, ça vous donne une probabilité beaucoup plus élevée de développer une démence future parce que vous êtes déjà sur cette voie-là. Et c'est pour ces gens-là que des médicaments pourraient être utiles. Et au jour d'aujourd'hui, comme les munitions qu'on a sont limitées,
d'avoir un médicament qui pourrait enlever l'amyloïde a été démontré comme aidant, pas au complet, mais il aide quand même à garder une cognition, à retarder le déclin cognitif. Mm-hmm. Donc, on est tous, la recherche est très active pour évidemment essayer de trouver, continuer à comprendre qu'est-ce qui se passe, et de faire toutes sortes de combinaisons qui vont justement prendre le côté vasculaire, le côté inflammatoire, le côté, tous les autres aspects qu'on voit dans un cerveau vieillissant et malade pour essayer de s'y attaquer de façon groupée pour essayer de régler le problème un peu plus à la source. À partir de quand on devrait s'inquiéter? Par exemple, quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, qui oublie ses lunettes traditionnelles dans le frigo, là est-ce qu'on s'en va dire « Hey, là, j'ai besoin d'un test là, parce que je m'inquiète? » Ben, encore une fois, je suis pas clinicien, donc ça, c'est mon opinion toute personnelle. Ouais. Les gens sont les meilleurs juges d'eux-mêmes. Et ça, la recherche le démontre bien. On a toute une batterie de tests neuropsychologiques et ainsi de suite, mais il y a beaucoup de gens qui réussissent à passer, si vous voulez, ces tests-là à un niveau qui est absolument correct, mais qui se plaignent de leur mémoire, qui se plaignent de leur fonction, qui savent eux-mêmes que par rapport à eux, ils ont décliné. Donc, un peu comme pour n'importe quelle maladie, parlez-en à votre médecin, parce que ce qui est surtout important, c'est de faire un suivi de tout ça. Plus on agit tôt, plus on peut espérer courber le déclin cognitif en étant le plus agressif possible, par exemple, sur tous les facteurs de risque. Sur les facteurs de risque, c'est ça. Donc, le dépistage précoce, ça serait pas nécessairement de faire un scan du cerveau, mais de faire un test cognitif, peut-être pour réévaluer s'il y a une perte de fonction cognitive. Par la suite, d'agir sur les facteurs de risque, donc l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress. J'imagine qu'il y a de la neuroinflammation également dans ce cas-là de démence. On parle parfois de diabète de type 3, donc il semble avoir un lien avec la gestion de la glycémie également. Donc, d'agir sur l'ensemble de ces facteurs-là pour dire, je vais ralentir la progression de la maladie, à défaut d'avoir une médication, là. Tout à fait. Disons que s'occuper de tous ces facteurs de risque-là a deux avantages. D'un, s'occupe du reste du corps parce que être obèse, avoir un diabète, avoir de l'hypertension va mener à d'autres problèmes. Point. Donc, c'est important de s'en occuper et ça améliore sa qualité de vie de toute façon. En plus, ça peut améliorer notre santé cognitive. Donc, ça, c'est un autre incitatif à s'en occuper. Mais évidemment, il y a un délai, là. Le problème, c'est qu'on s'en occupe dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans. Bon. On a tendance toujours à remettre ça à plus tard. Est-ce qu'on devrait faire du dépistage précoce? Il y a des tests sanguins qui vont commencer à arriver. Il y a deux types de gens. Il y a les gens qui veulent savoir et les gens qui veulent pas savoir. Oui, qu'est-ce qui est mieux? C'est une question pas facile, effectivement. C'est une question toute personnelle, évidemment. Moi, je suis de la catégorie des gens qui aiment savoir parce que j'aime prendre action, parce que je suis capable de vivre avec l'anxiété, le stress que ça me donne. Parce que c'est des maladies au long cours. Et donc, si on a des trucs qui commencent à être un petit peu anormaux, on a 55, 60, 65 ans, on en a pour 15-20 ans encore. Donc, ça peut être très anxiogène. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas ça et c'est parfaitement correct. L'important, c'est qu'on ait l'outil pour être capable de le faire au bon moment quand la personne le voudra. Et ces marqueurs-là sont accessibles maintenant, les marqueurs sanguins? Pas encore. C'est encore au niveau de la recherche, c'est-à-dire on est encore en train de déterminer quels sont les bons niveaux, quelles sont les bonnes techniques pour le faire. Et ensuite, il faut qu'il passe toute la batterie du processus réglementaire, Santé Canada, la FDA aux États-Unis, pour s'assurer que ce soit, évidemment, pour protéger le public. Là. Ça, c'est le but, évidemment. Donc, ça peut prendre encore quelques années avant que ça soit disponible en clinique. Ouais. On a découvert la maladie en 1906. Donc, ça fait longtemps qu'on va découvrir un médicament sous peu. Disons, les Grecs et les Romains parlaient de ce qu'on croit comme étant une démence. Donc, ça fait longtemps quand même que les gens le savent. En 1906, l'amyloïde a été identifié. Dans les années 90, on a eu des premiers médicaments, des médicaments qui agissaient sur les symptômes. On a maintenant des médicaments 20-25 ans plus tard qui agissent sur les protéines elles-mêmes.
Donc, je pense que ça s'accélère énormément. Évidemment, on peut pas faire grand-chose pour les gens qui ont la maladie maintenant. On est Même tous si conscients. c'est incurable, l'évolution de la recherche amène des médicaments qui vont ralentir la progression et peut-être trouver une façon de traiter la maladie d'ici peu. Merci infiniment, Simon Duchesne. Je rappelle, vous êtes chercheur, professeur titulaire également au département de radiologie de l'Université Laval. Très impliqué avec la Société d'Alzheimer également. Beaucoup d'informations pour les gens atteints et les proches aidants, parce que ça aussi, ça ferait toute une autre chronique sur les proches aidants, évidemment. Donc, les informations sur alzheimer.ca. Merci infiniment de votre temps aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci.